Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Il y a une loi qui est passée en Californie. Dans les écoles, maintenant, je pense que les professeurs ne sont plus obligés d'avertir les parents si un mineur, donc un élève là, de secondaire 1, 2, 3, 4, 5, décide de changer de prénom. Donc, les professeurs ne sont plus obligés d'aviser les parents. C'est quand même une révolution, on s'entend. Et ça a mené au déménagement, un autre déménagement d'Elon Musk de ses bureaux, qui lui décide donc de façon symbolique, là, mais pas tellement symbolique, assez concrète aussi, de déménager les bureaux de ses activités vers le Texas. En réponse à ça, on en parle avec Nick Payne, qui est commentateur politique. Bonjour, Nick. Salut Rémi. En fait, pour préciser, il est désormais interdit de partager de l'information concernant l'identité de genre, y compris aux parents. Donc, par les professeurs, y compris, on devrait dire, à commencer par les parents. Là, on peut comprendre que... Donc, nuance importante, Nick. Donc, c'est pas qu'ils ne sont plus obligés de le faire, c'est que c'est interdit de le faire. Donc, si un professeur avertit les parents de X, ben X peut se retourner avec la justice contre le professeur. Exactement. Donc, évidemment, c'est vu par plusieurs comme étant une sorte d'intrusion inacceptable dans l'autorité parentale. Hein? C'est une sorte de loi de contrôle. Au fond, l'État remplace le parent d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que le parent est présumé incompétent. De quelle façon? Eh bien, par la transphobie, hein, ou quelque chose du genre, une phobie ou une autre. Là, on connaît les principes, l'idéologie qui est derrière ce genre de législation et qui, par ailleurs, marque la Californie, hein, un peu comme le Canada, un peu comme le Québec aussi, dans le camp de l'arrière-garde sur ces questions-là, alors qu'un peu partout dans le monde, on prend conscience de ce que l'idéologie transaffirmative est très peu compatible avec les données probantes et la science, et on recule sur cette question-là au Royaume-Uni, au Danemark, dans les pays scandinaves et ailleurs. Donc, pendant ce temps-là, en Californie, au contraire, on donne un tour de vis supplémentaire pour aller dans le sens de la philosophie transaffirmative et plus largement du wokisme qui sous-tend et qui entoure cette idéologie-là. Et donc, Musk, lui, est fâché. Il faut savoir hein, qu'il a un enfant, je ne sais plus si c'est un garçon qui est devenu une fille ou l'inverse, là, pardon, je m'y perds un peu, mais peu importe, c'est pas ça qui est important. C'est une fille, je pense, qui est devenue garçon, si ma mémoire est bonne. Et qui a renié son père par ailleurs pour des questions aussi de conviction politique peut-être, là, on s'en doute un peu. Enfin bref, Musk déménage le siège social, je pense que c'est de X, donc anciennement Twitter, et de SpaceX. Enfin, il dit qu'il va le faire, faudra voir, puis il faut pas non plus être dupe. Peut-être qu'il y a des raisons fiscales également derrière ça, mais en tout cas, toujours est-il que l'occasion était belle pour Monsieur Musk de montrer à quel point il réprouve ce genre de législation. Je voulais parler de ça et de lui, pas pour cette nouvelle en soi, mais parce que Musk incarne bien différents mouvements, je dirais des plaques tectoniques sociologiques et politiques qui agissent un peu partout, pas seulement aux États-Unis, mais un peu partout en Occident, en tout cas dans les pays où sévit la guerre culturelle hein, entre la nouvelle gauche et tout ce cette gauche-là voit comme étant la droite, c'est-à-dire n'importe qui pense pas comme elle, au fond. Et à cet égard, Musk est très représentatif. Voici quelqu'un qui a appuyé successivement Barack Obama et Hillary Clinton hein, avant de complètement changer d'orientation politique à la faveur de quoi? Du surgissement plus fort que jamais du wokisme et des thèses de la nouvelle gauche, dont est très imbibé tout de même le Parti démocrate, et aussi à travers la pandémie, les lois jugées liberticides, les lois sanitaires. Et donc, là-dessus, Musk est intéressant. Ce qu'il incarne aussi, par ailleurs, c'est l'hyperpolarisation. Donc, et ça, c'est probablement un phénomène qui a trait beaucoup au phénomène des chambres d'écho, hein, découlant des réseaux sociaux. Alors, Musk est aujourd'hui, j'ai envie de dire, parfaitement de droite, entre guillemets. C'est-à-dire que il adhère, il achète et il promeut l'ensemble complet des positions qui font de vous un homme de droite irréprochable. Ainsi,
lorsque vous voulez être irréprochablement de droite, pas seulement aux États-Unis d'ailleurs, il vaut mieux ne pas critiquer Donald Trump, voire même être inconditionnellement en sa faveur. De la même façon, il faut adhérer à un certain nombre de théories du complot, comme par exemple celle de l'élection volée aux États-Unis. Il n'est pas possible, si vous voulez être sûr d'être dans le bon camp, si pour vous le bon camp est celui de la droite, de dissocier les choses, de dire par exemple, je critique le wokisme, je suis en parfait désaccord avec ce qu'il véhicule comme idéologie et comme implication pratique, mais en même temps, je constate que M. Trump exagère sur la question de l'élection volée, par exemple, où je ne suis pas tout à fait d'accord avec certaines théories du complot concernant les vaccins. Vois-tu? Alors, il faut absolument acheter en bloc l'idéologie, l'ensemble d'idées et de positions qui découlent du fait d'être de droite. C'est vrai depuis longtemps, ça, mais c'est plus vrai que jamais aujourd'hui en cette ère d'hyperpolarisation, qui fait donc de Musk un homme de droite désormais, mais aussi un homme de droite trumpiste, trumpien, assumé complètement. Si bien que, et je termine là-dessus, Rémi, moi je connais des petits bourgeois montréalais qui ont récemment vendu leur Tesla tellement ils étaient mal à l'aise de se promener dans le produit de Monsieur Musk. Mon Dieu. Pour dire à quel point les choses sont polarisées aujourd'hui et que cette polarisation qui émane des États-Unis d'Amérique déferle partout, au fond. Alors c'est phénomène intéressant, mais un peu déplorable en même temps tout de même. Ce serait bien qu'on soit capable de réfléchir le plus possible en dehors des modèles et de la pensée en kit, si on veut. On m'a précisé que c'était un garçon qui s'était transformé en fille, donc on se posait la question. Tu avais raison, si je ne m'abuse. D'ailleurs, Elon Musk avait quand même menacé de déplacer ses bureaux durant la COVID et il l'avait fait. Donc, si tu te demandes si c'est juste une menace ou du chantage ou pour une question fiscale, il était passé à l'action la première fois. C'est quelqu'un qui est quand même... de plus en plus la Californie, qui est l'État de M. Newsom, un des successeurs potentiels de M. Biden, ce qui nous fait comprendre mieux pourquoi Biden lui-même et plusieurs, encore aujourd'hui, considèrent qu'il est malgré tout l'homme de la situation parce qu'après lui, ça risque d'être la foire d'empoigne ou la wokisation encore plus forte de son parti. Tu veux nous parler de la France, parce qu'on le sait, il y a eu une élection législative, il y a eu un premier tour, un second tour, le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Et là, en attendant que soit désigné, en fait, que soit choisi un premier ministre, il faut bien que les partis désignent un candidat. Et là, c'est compliqué. La gauche qui se chicane, je pensais pas que c'était possible, moi. Oui, tu parles d'une affaire, les gens qui de l'inclusion et de la tolérance dans la diversité. Évidemment, c'est pas la diversité des idées. Écoute, ça se traite de punaise de lit, Nick. Je sais pas si tu as vu ça. Il y a des gens qui se traitent de punaise de lit, littéralement. Ouais. Oui, François Hollande, qui est le candidat des socialistes, s'est fait traiter de punaise de lit par une députée LFI. Donc, tu sais, c'est bien élevé, là, c'est gracieux, là, élégant. Oui. Il y a quand même un membre bien en vue, influent de la France insoumise qui s'appelle Éric Coquerel aussi. Mais bon, en France, Coquerel n'a pas la même signification qu'au Québec. Dieu merci pour M. Coquerel, pour rester dans le thème des parasites. Mais parlant de parasites, tu l'as dit, le nouveau Front populaire est arrivé en avance, une très, très légère avance relative, là, c'est-à-dire qu'il a davantage de sièges, mais très certainement pas la pluralité des suffrages, loin de là. En fait, ce sont les partis de droite et les candidats de droite qui, globalement, entre guillemets, ont remporté cette élection au vote populaire, en tout cas. Mais ce qui est très particulier, c'est qu'il pourrait en résulter que la France se retrouve avec un gouvernement encore plus à gauche que celui qu'elle avait avant. Là, maintenant, ce qui est fascinant, on reviendra pas sur faire l'historique de toute cette foire d'empoigne, là. La gauche, donc, n'arrive pas à proposer son premier ministre. En attendant, Emmanuel Macron espère, et il a de bonnes raisons de penser que ça puisse se réaliser, une nouvelle coalition du centre qui exclurait la France insoumise, mais qui irait chercher certains socialistes modérés, certains républicains modérés et son parti de centre. À ce point de vue-là, Macron aurait d'une certaine façon remporté son pari ou à tout le moins sauvé les meubles, alors qu'on lui prédisait le balayage total et un gouvernement du Rassemblement national. Mais
Alors, foire d'empoigne, la gauche n'est pas capable de s'entendre. Résultat, il n'y a pas de gouvernement en France à ce jour. Sinon, un gouvernement zombie, le gouvernement démissionnaire du premier ministre Attal, qui reste en place comme une sorte d'équipe technique pour faire fonctionner la machine en attendant que quelqu'un, quelque part, arrive à former un gouvernement. Et ce qui est derrière tout ça, c'est ce qui est au départ, là, au fondement de tout ce cataclysme politique en France, ben c'est l'hystérisation et autour de la droite, et la diabolisation de la droite. Et ça, c'est un phénomène qui dépasse de beaucoup la France, qui existe en France depuis longtemps parce que le Front national de Jean-Marie Le Pen était bien sûr entouré de ce fameux cordon sanitaire. On le jugeait toxique, infréquentable et tout, mais depuis ce parti, à tout le moins dans sa proposition et dans ses têtes dirigeantes, a beaucoup changé, à tel point que c'est un parti qu'on peut dire nationaliste, certains diront de droite, en même temps son programme économique est plutôt socialisant, alors c'est complexe, mais on a tenu, encore une fois dans cette élection, à réactiver le fameux barrage prétendument républicain à l'encontre de ce parti, ce qui fait que des alliances contre nature, disparates, ont réussi à obtenir finalement plus de sièges que lui, mais par définition, ces alliances disparates sont incapables de s'entendre aujourd'hui pour gouverner. Alors, sous prétexte de sauver la France de l'affreuse calamité de la droite et de l'extrême droite, ben, on a plongé la France dans une situation de chaos institutionnel où il n'y a pas de gouvernement. Alors, évidemment, ça n'a pas dans tous les pays, cette diabolisation de la droite n'a pas dans tous les pays les mêmes effets calamiteux, mais néanmoins, du moins au point de vue institutionnel, si tu veux, mais du moins, elle a le même effet calamiteux dans le débat politique partout, c'est-à-dire une espèce de simplification bête qui fait qu'on n'arrive plus à réfléchir parce que plutôt que d'évaluer, d'apprécier des propositions politiques à partir de leur teneur réelle, on est dans la morale et dans le jugement et dans la chasse aux sorcières contre la méchante droite. C'est bien dommage pour les Français, mais ce genre de débat-là a cours aussi au Québec, aux États-Unis d'Amérique, inutile de le dire. Alors, on peut penser que ce qui se passe chez les Français préfigure de ce qui pourrait arriver ici un jour aussi, à suivre. Oui, puis je pense qu'il y a une leçon aussi qu'il faut tirer de cet événement-là, de cette série d'événements-là, c'est que quand vous voulez clarifier, parce que c'était le mot utilisé par Emmanuel Macron, on a besoin d'une clarification, ben vous êtes mieux de le faire vraiment, là, la clarification, parce que si vous faites encore des alliances pour faire barrage à la voix qu'on connaît populaire, qu'on connaît demandée, qu'on connaît exigée par la population, en tout cas par une majorité de la population, eh bien, qu'est-ce qui arrive au lendemain de cette clarification-là, qui n'en est pas une? Un besoin persistant de clarification. Donc, les Français tournent en rond. Là. C'est exactement ça qui s'est passé. Demain, je veux t'entendre sur le démantèlement des campements itinérants à Montréal. Je suis sûr que tu as quelque chose d'intéressant à dire là-dessus. On s'en parle demain, Nick. Salut Rémi, à demain.